le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malita. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou et de sa matinale, nous sommes aujourd'hui vendredi 3 février l'an 2017. Heureux de vous retrouver. Il est exactement 7h, mi-temps universel. Voici le journal de Aruna Tidjaniba pour vous. Aruna, bonjour. Bonjour Abdoulaye Andane, bonjour à tous. Oumar Mariko discute avec les hommes des médias des différents problèmes qu'encourent les pays. C'était au cours d'une conférence de presse. On en parle dès le début de ce journal. Le divorce est-il possible entre les Français et les pays qui l'utilisent? Depuis un certain temps, la problématique commence à se poser. C'est le dossier de ce journal. À peine 2 jours après la réintégration de son royaume à l'Union africaine, le roi du Maroc s'est rendu au Soudan du Sud. Rabat cherche à renforcer sa présence commerciale, ses investissements et son influence diplomatique à travers le continent africain. Égypte-Cameroun, c'est l'affiche de la finale de la CAN Gabon 2017. Hier, les protégés d'Hugo Bros ont battu les Ghana 2-0 dans la deuxième demi-finale. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, Oumar Mariko souhaite une alternance en 2018. Le président du parti Sadi a rencontré hier la presse. Au cours de cette réunion, la situation politique et sécuritaire du Mali, les multiples problèmes fonciers, entre autres, ont été les sujets abordés. Nous vous proposons de l'écouter. C'est d'abord, nous déplorons vraiment ce qui se passe et qui s'aggrave tous les jours. Nous déplorons véritablement cela. Mais nous pensons que la solution réside dans le sursaut national. Le sursaut national, pas aller simplement pleurer sur les morts, mais simplement à réfléchir profondément et à trouver une autre porte de sortie qui passe nécessairement par le dialogue. Et par le dialogue, nous pensons que on a trop traîné avec un certain nombre de choses à faire. C'est-à-dire, on a eu du mal, le pouvoir a eu du mal à faire le choix entre faire la guerre et faire le dialogue. Nous sommes partants du dialogue parce que nous pensons aujourd'hui que la situation est telle que c'est le politique qui peut régler la question. Ce n'est pas les armes qui vont régler. Mais cela veut dire aussi qu'il faut absolument que le troupe ait le moral, qu'il y ait un changement de comportement de la part de la hiérarchie militaire et que le politique donne une vision claire de ce qu'il y a lieu de faire qui consiste, à notre avis, à la mise sur place des autorités intermédiaires là où c'est possible et à faire rentrer l'armée là où c'est possible. Cela est possible. Mais à mon avis, tant qu'il n'y a pas de dialogue sincère entre les différents protagonistes, ça ne marche pas. Donc, pour le parti Sadi au finish, nous avons fait beaucoup de propositions au pouvoir. Nous avons fait des propositions écrites, des propositions orales. On a rencontré des gens individuellement. On a fait nos propositions. Nous nous sommes mouillés même en lieu et place de l'État. Mais nous pensons simplement que, comme le disent les Bambara, alors donc la question qui est fondamentale aujourd'hui, c'est la question de la réalisation de l'alternance avec des Maliens éveillés, conscients, qui pensent que au nord ou au sud, qu'il faut qu'on se donne la main. À l'instant, Oumar Mariko, président du parti Sadi, 3 cas de syndrome hémorragique ont été annoncés dans les districts sanitaires de Gundam, dans la région de Tombouctou. Il s'agit d'une hémorragie du nez et des gencives. L'information a été donnée hier après-midi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au cours d'une conférence de presse, le directeur national de la Santé, Dr Mamakoumare, nous explique au micro de Fanta Djakiti. Le premier cas est un homme âgé de 60 ans, cultivateur, reçu le vendredi 27 janvier 2017 au centre de santé de référence de Gundam pour épistaxis, le saignement du nez, et gingivorragie, les hémorragies des gencives. Le malade vient du village de Fatakara, localité qui est située à 10 km de Gundam. Et après avoir été pris en charge selon les procédures nationales, il est décédé le lendemain 28 janvier 2017. Le second cas aussi est un berger. Il a 60 ans, il vient de Mbouna, une localité située à 60 km de Gundam. Et lui, il a été reçu le samedi 28 janvier 2017. Et pour les mêmes signes, à savoir épistaxis et gingivorragie,
et son état de santé aujourd'hui est satisfaisant et il attend seulement l'équipe d'appui d'investigation de la région de Tombouctou pour être libéré et rentrer chez lui. Le troisième cas est une dame de 50 ans, elle est ménagère, elle réside à Telemsi. Son état général aujourd'hui est satisfaisant et la dame se porte très bien à la suite de l'institution d'un traitement adéquat. Une partie des prélèvements a été acheminée sous haute sécurité à Bamako, d'abord à l'INRS et ensuite au centre d'infectiologie Charles Mérier pour l'approfondissement des examens. À la suite, tous les malades ont été pris en charge. Même s'il n'y a pas de fièvre, il faut être très prudent. Donc les malades ont été mis sous moustiquaire, ils ont été isolés. À la suite de cela, les résultats obtenus au niveau des laboratoires de référence ont été négatifs concernant les maladies pour lesquelles nous étions vraiment très craintifs. Il s'agit de la fièvre de la vallée du Rift. Il s'agit de la maladie à virus Ebola, ce qui nous permet aussi de rassurer l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agit pas, en tout cas, d'une maladie comme ce que nous avons connu en 2014, comme la maladie à virus Ebola. À l'instant, le directeur national de la santé du Mali, Dr Mama Koumaré, des propos recueillis par Fanta Djakité. Le projet PAPERM valide son document de stratégie de communication. C'est un document qui vise à mettre en place la stratégie de gestion et partager les connaissances sur les énergies renouvelables au Mali. La rencontre de validation s'est déroulée ce jeudi 2 février au CRES de Badalaboubou. Écoutons Birama Diorté. Il est le coordinateur du projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali. Quand on parle vraiment de développer un secteur, s'il n'y a pas une bonne communication, je pense que c'est difficile que ça réussisse. Donc d'où effectivement l'intérêt donc, de cet atelier qui regroupe vraiment tous les acteurs, donc aussi bien professionnels, les acteurs de la communication, donc techniques, donc les acteurs du secteur de l'énergie et la société civile. La finalité, c'est vraiment d'avoir un outil donc, de travail qui va nous permettre de savoir où on va. Le nom même du projet donne son importance puisqu'on dit le projet d'appui donc à la promotion donc des énergies renouvelables. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais il y a des barrières aussi institutionnelles, donc législatives et réglementaires et d'autres barrières donc qui font que effectivement les énergies renouvelables ne pouvaient pas avoir un essor qu'on attend. Effectivement pour le bénéfice donc du plus grand nombre. Le financement du projet donc est assuré par notre partenaire technique et financier, donc la Banque africaine de développement à travers le Fonds d'investissement climatique. C'est à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Donc pour une durée de 3 ans. Donc il y a le gouvernement aussi du Mali qui intervient dans ce financement à hauteur de 15%. Et les bénéficiaires aussi du projet interviennent à hauteur donc de 7%. À l'instant, Birama Diorté, coordinateur du projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali. Les agences de voyage de la filière privée menacées d'être exclues de l'organisation du pèlerinage 2017. La commission d'organisation du pèlerinage de la filière privée a tenu son assemblée générale hier jeudi à la maison du Hadj de Bamako pour informer l'opinion nationale sur l'attitude du ministre des Affaires religieuses et du culte qui prend part en ces moments même à la mission préparatoire du Hadj à la Mecque sans y adjoindre la filière privée. Plus de précisions avec Moussa Papaïdar. Comme chaque année, à quelques mois du pèlerinage à la Mecque, les agences de voyage de la filière privée participent à la mission préparatoire du pèlerinage en Arabie Saoudite aux côtés des autorités maliennes. Cette année, le ministère des Affaires religieuses et du culte s'est rendu seul à cette mission, ce qui a suscité de l'interrogation du côté de la filière privée. Cissé Fatimata Kouyaté est la coordinatrice de la commission d'organisation du pèlerinage de la filière privée. Compte tenu de l'expérience même des organisateurs de la filière privée, nous avons convenu avec l'administration que ce serait de bon ton d'adjoindre des membres de cette filière privée à la mission. De la même manière, cette filière privée est également membre du conseil d'administration de la maison de Hadj. Nous ne pouvons pas comprendre que le ministre décide d'aller dans une mission préparatoire. Laquelle mission préparatoire est dédiée en réalité à cela
qui organise le Hajj. Comme je l'ai dit, nous encadrons 84% des pèlerins du Mali. Donc, si les organisateurs ou les encadreurs de ces 84% des pèlerins maliens sont écartés, et compte tenu de la sensibilité même de l'activité, nous voulons voir comment le ministre veut s'y prendre. Cette mission préparatoire permet d'échanger avec le ministère saoudien du nombre de quotas alloués au gouvernement malien, de l'hébergement, la restauration ou encore le transport des pèlerins. En en croire la coordinatrice de la commission d'organisation du pèlerinage de la filière privée, l'issue des échanges entre les ministres maliens et saoudiens pourrait être défavorable à la filière privée, puisqu'elle se voit menacée depuis un certain temps par les autorités maliennes d'être exclue de l'organisation du pèlerinage, surtout à travers quelques mesures en voie d'être adoptées. Au cours donc de leur assemblée générale, elles ont mis en place un comité de crise pour mieux faire face à cette situation. Aux dernières nouvelles, le gouvernement malien aurait obtenu 4000 quotas de plus, ce qui passe désormais le nombre de quotas alloués au Mali à 13 000 pèlerins. Sur un autre sujet, l'Institut malien des recherches et d'action pour la paix IMRAP, en partenariat avec WILDAF Mali, tient à Ségou un atelier de renforcement des capacités des facilitatrices des cercles de paix durant 8 jours de travaux. Les 20 femmes venues de toutes les régions du Mali seront outillées pour qu'elles puissent former à leur tour d'autres femmes dans toutes les régions du Mali et dans les camps des réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger sur les notions et actions de recherche de la paix au Mali. Pour plus de précisions, écoutons Boiré Bintoufounet Traoré du WILDAF Mali. Le projet est un engagement du WILDAF Mali et de ses partenaires à apporter leur contribution dans l'édification de la paix et de la cohésion sociale au Mali. D'un coût de plus de 300 millions, le programme s'étend sur 3 ans et a comme objectif général de renforcer le leadership des femmes pour la promotion du dialogue interacteur autour de la cohésion sociale et de la paix. C'est de créer des espaces de dialogue, cercles de paix, entre les femmes, qu'elles soient du nord, du sud, autour de la réconciliation. C'est de contribuer aussi à l'implication des femmes dans la vulgarisation de l'accord pour la paix et la réconciliation, en particulier auprès des femmes et des jeunes dans les communautés. Boiré Bintoufounet Traoré, présidente du WILDAF Mali, des propos recueillis par Douba Dambélé. Actualité internationale, les décès d'Étienne Tshisekedi mettent à l'épreuve l'opposition congolaise qui s'était rangée derrière cette figure iconique. Sa disparition constitue un défi en pleine négociation des modalités d'application de l'accord du 31 décembre pour le politologue malien Mamadou Samake. Cette disparition de l'opposant congolais laissera un grand vide. Il a été sollicité au téléphone par Mahamadou Khan. La République démocratique du Congo perd en Étienne Tshisekedi un monument de la vie congolaise, puisqu'il a été de tous les combats depuis l'indépendance jusqu'à sa mort, au moment où le Congo traverse une nouvelle transition suite à la fin du mandat de Joseph Kabila le 19 septembre dernier, qui a été le prélude à l'ouverture d'une nouvelle transition dont il devait présider d'ailleurs le Conseil national de transition. Donc cette disparition laisse un vide qu'il va falloir rapidement combler afin que de nouveaux troubles ne rejaillissent sur cette république importante, un sous-continent au centre du continent africain. Alors dites-nous, comment voyez-vous l'avenir de ces pays sans cet opposant historique? L'une est éternelle en ce bas monde. Je crois que sa disparition doit appeler l'opposition à beaucoup plus de rassemblement afin d'aboutir à la lutte pour laquelle il a dédié toute sa vie. Le politologue malien Mamadou Samake joint au téléphone par Mahamadou Khan sur le reste de l'actualité internationale. Un groupe armé déjà accusé d'exactions contre des civils a attaqué ce jeudi une ville en Centrafrique. Il s'agit des éléments présumés du groupe 3R Réconciliation, Réintégration, Réparation du chef rebelle Sidiki. L'attaque a été perpétrée dans la ville de Bokaranga Nord, près du Cameroun et du Tchad, a annoncé à l'AFP Bernard Di
Dia, député de Bokaranga. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a effectué ce mercredi et jeudi une visite d'État de 2 jours au Soudan du Sud après les récents retours de son pays au sein de l'Union africaine, avalisé par les chefs d'État du continent réunis en sommet à Addis Abeba dans la foulée de sa réintégration à l'Union africaine. Rabat cherche à renforcer sa présence commerciale, ses investissements et son influence diplomatique à travers le continent. Mohamed VI a été accueilli à Juba par le président Salva Kiir. Selon l'agence de presse officielle marocaine, le Maroc s'est engagé ce jeudi à financer à hauteur de 5,1 millions de dollars les études de faisabilité d'un projet sud-soudanais visant à construire une nouvelle capitale dans le centre du pays, une idée remontant à avant l'indépendance. 7h15, Clé Info, première édition. L'avenir du franc CFA de plus en plus incertain quand une monnaie pour l'Afrique. Les sujets continuent d'alimenter les débats à travers le monde, notamment dans les pays africains. La mission de créer une monnaie commune pour les pays africains, tant voulue par les pères des indépendances africaines, est aujourd'hui plus qu'une nécessité. Plusieurs mouvements sont créés un peu partout pour dénoncer cette monnaie coloniale. Notre reporter Dadon Omoko s'est penché sur les sujets. C'est le dossier de ce journal. Le franc CFA est la plus grande arnaque organisée par un État contre les pays africains de la zone franc français. À l'image de Amadou Lamine Diallo, ils sont nombreux aujourd'hui ces Africains qui voudraient voir l'Afrique avec sa propre monnaie, perçue par les uns comme une confiscation de souveraineté et pour d'autres comme une manière d'hypothéquer le développement africain. L'histoire du franc CFA remonte en 1945 lorsque la France, puissance coloniale, décide de mettre à la disposition de ses colonies une monnaie pour faciliter les échanges entre elles. Amadou Lamine Diallo, membre du mouvement Urgence panafricaniste. Le franc CFA n'est pas une monnaie qui profite aux populations africaines, mais qui au contraire défavorise économiquement, socialement et même culturellement ces populations africaines chez elles. Sur quoi nous nous fondons? Le véritable nom d'abord du franc CFA, qui veut dire que le franc des colonies françaises d'Afrique, nous n'étant plus des colonies de la France, cette monnaie plus être attribuée à nous. Ismaël Salif Koné est représentant de l'Urgence panafricaniste. Après 300 ans de colonisation, comme l'aurait souhaité Modibo Keïta, le père de l'indépendance, qui disait que battre monnaie est un droit régalien de l'État et qu'on ne peut pas se contenter d'accepter une souveraineté politique qui ne joue pas d'une souveraineté monétaire. Quelle est la relation qui existe aujourd'hui entre les 15 pays utilisateurs du franc CFA et l'État français, sinon le Trésor français? Iboussi, blogueur. Lorsque le franc CFA a été créé par le général de Gaulle, il a pris le soin de faire signer une convention monétaire entre les différents pays africains qui consomment le franc CFA et la France. Et dans cette convention, il est dit que les pays de l'Afrique qui sont gérés par la BCEAO vont stocker dans un compte là-bas qu'on appelle les comptes d'opération leurs avoirs extérieurs. C'est-à-dire tous les avoirs que ces banques centrales ont en termes d'or, on doit déposer 50%. Est-ce que cette monnaie profite à l'économie des pays africains, Iboussi? Le problème que le franc CFA a, le fait qu'on a une parité fixe avec l'euro. Aujourd'hui, lorsque vous devez aller faire des achats, admettons par exemple que l'État du Mali décide par exemple d'aller faire les achats pour les cotonculteurs. Eh bien, il faut aller les acheter en Chine par exemple. Les Chinois, ils utilisent quelle monnaie? Ils utilisent le yuan. Donc, l'État du Mali va à travers l'euro, parce qu'avec le CFA, on ne peut pas faire d'achat à l'international, à travers l'euro, qui est une monnaie forte, ils vont acheter les intrants. Et lorsqu'on aura fini, eh bien, il va falloir vendre cette production. Les gens qui vont l'acheter, ils vont l'acheter avec le dollar. Alors que toi, tu es parti acheter les intrants avec des euros, l'euro étant plus fort que le dollar, donc il y a immédiatement une perte sèche qui est là. Ce qui est sûr, après 50 ans d'indépendance, rien ne justifie encore l'utilisation de cette monnaie, symbole de la colonisation. Le débat est donc lancé et la balle reste dans le camp de nos décideurs. Culture à présent, c'est parti pour la 13e édition du festival sur le Niger. Le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a devant des centaines de festivaliers lancé la fête de l'art, de la culture et de la musique dans la cité des Balanzans. C'était hier jeudi 10 février au bord du fleuve au Niger. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec notre correspondant à Ségou Doubadamili. Cette cérémonie officielle de lancement du festival sur le Niger fut l'occasion pour Ségou de montrer sa fierté quant à la tenue du festival. Nohom Diara, maire de la commune urbaine de Ségou. La population de la ville de Ségou est toute heureuse
est fier d'abriter ce rendez-vous culturel international qui contribue fortement au fil des ans à renforcer le tissu social, à favoriser le brassage des peuples, à promouvoir la diversité culturelle, la cohésion sociale, la paix et surtout à conforter le développement économique de notre beau pays, le Mali. Le festival sur le Niger, c'est aussi la foire internationale de Ségou, un espace de la relance de l'économie locale. Djibril Guissé, point focal de la foire. Cette foire est la concrétisation de la mission de développement de l'économie locale. Le Conseil pour la promotion de l'économie locale s'appelle Ségou. Il s'agit de la valorisation et la promotion des produits locaux. Aussi, elle permettra de créer une synergie entre les acteurs pour améliorer la qualité de leurs produits, créer des emplois afin de booster l'économie locale, gage d'un développement local durable. À travers toutes ces composantes, le festival sur le Niger fait de Ségou la vitrine de la culture malienne. Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture. Véritable baromètre du dynamisme culturel de notre pays est pour nous un modèle d'organisation à saluer. Après 13 éditions, le festival sur le Niger a su s'adapter au contexte politique et sécuritaire et garder la confiance de ses partenaires. Sans votre adhésion, population de Ségou, ce festival n'aurait certainement pas connu le succès qu'on lui connaît. Par ailleurs, si elle était absente de cette cérémonie, elle le sera pour toujours. Fatiganda National, dont l'absence a été remarquée à cette cérémonie, est partie pour le voyage ultime. Elle avait animé en sa façon les 12 précédentes éditions du festival sur le Niger. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé, vous êtes sur les 91.5 depuis la Cité des Balances en sport. À présent, c'est le Cameroun qui va jouer dimanche à la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Hier, les Lions indomptables ont battu les Black Stars du Ghana 2-0 en demi-finale à Franceville. Le reste de l'actualité sportive, c'est à partir de 7h50 avec Sekou Kone. À présent, la page météo. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 33 et 17 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h37. Il est 7h passé de 22 minutes. Nous sommes au terme de cette édition, la première des clés de l'info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Ba, la technique Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.